Bonus. Trax. Ils seront pour toujours les petits jeunes de Warhammer 40 000 et ils sont pourtant là depuis 23 ans à l'heure où j'enregistre ce podcast. Les taux sont enfin à l'honneur dans ce nouvel épisode du Lane Rider. Alors armez-vous de votre fusil à impulsion, montez à bord de votre exo-armure favorite et préparez-vous à crier pour le bien suprême, car j'ai bien l'intention de faire de vous toutes et tous de fervents défenseurs des taux, malgré leur réputation d'éternels mal-aimés au sein du sombre millénaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Lane Rider pour un nouvel épisode. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'une de mes factions préférées, même si je ne l'ai peut-être pas dit dans tous les épisodes précédents. J'aime beaucoup les taux et je voulais m'attaquer pour la sortie, plus ou moins, la sortie du codex de la version 10 de Warhammer 40 000, du codex taux bien sûr, à Lorca. Enfin, en plus il y avait quelques fans du Lane Rider qui m'avaient demandé un épisode sur les taux, donc le voici. On va parler de quoi ? On va bien sûr parler comme d'habitude du lore, un petit peu de making of sur comment cette gamme a été conçue, comment elle s'est développée, et ensuite on va un petit peu se poser des questions pour savoir comment résoudre la problématique du jour. Et la problématique du jour est simple, c'est pourquoi les taux sont finalement si mal aimés que ça, alors que ça fait un petit moment qu'ils sont là dans l'univers de Warhammer 40 000, et je vous propose justement d'attaquer avec leur histoire au sein de ce fantastique monde qu'est celui de l'univers futuriste dystopique de Games Workshop. C'est parti. Alors autrefois, les Taux étaient une société divisée en plusieurs tribus primitives, découvertes par l'Imperium à l'est de son territoire il y a à peu près 6000 ans de cela. Donc on était au millénaire 35, au M35 si vous regardez les petites dates que vous avez dans vos codex et vos livres de règles respectifs. La race est alors considérée comme une race mineure, qui représente peu de danger pour l'Imperium puisqu'elle n'est pas vraiment développée et que les Taux font joujou avec des pierres et des bâtons. Mais sous la tutelle des mystérieux éthérés, dont on va reparler un peu plus loin dans ce podcast, cette espèce alien, cette espèce extraterrestre va se regrouper et fonder une société unifiée derrière le concept du bien suprême ou Tova dans la langue Tau. On reparlera également de la langue Tau, bien suprême, Greater Good en anglais, si jamais vous avez un codex qui a été traduit dans la langue, pas traduit, mais plutôt écrit en l'occurrence dans la langue de Shakespeare. Bref, sous l'impulsion des éthérés et autour de ce concept de bien suprême, la faction de proto-Tau, pour ainsi dire, va se développer pour devenir les Tau tels qu'on les connaît aujourd'hui, à savoir une espèce extraterrestre extrêmement avancée dans sa technologie et plutôt ambitieuse dans ses conquêtes. Mais avant de parler de sa stratégie militaire et de ses armes, puisque bien sûr, Warhammer 40 000 est un wargame, donc en fait c'est à travers les militaires souvent qu'on en apprend beaucoup sur la faction, je vais quand même rester un petit peu avec les civils, mais pas que, vous allez voir, rassurez-vous, ceux qui aiment les guerriers vont être servis, car la société Tau, elle est fondée sur une division assez rigide en classes. L'une de ces classes est d'ailleurs une classe exclusivement militaire, mais toutes les classes ont un rôle précis, un rôle spécifique à jouer. On notera aussi que les Taux de chaque caste représentent en fait des espèces ou plutôt des sous-espèces d'extraterrestres précises, dans le sens où les Taux ont évolué, ils ont muté au fur et à mesure des années et des milliers d'années qui composent leur histoire pour s'adapter à leur environnement et notamment à leur environnement de travail. On va en reparler juste après avec la caste de l'air. Mais je voulais revenir à la caste de feu, les fameux guerriers, les fameux militaires. Alors la caste de feu, on l'appelle chasse. S-H-A-S en langue Tau, et donc effectivement ce sont ceux qui vont combattre pour l'Empire Tau et pour son extension, bien sûr aussi pour le défendre quand il est attaqué. Donc des militaires, des guerriers, des combattants qui sont les descendants en fait des Tau des plaines,
Les taux des plaines qui étaient décrits comme autrefois des guerriers assez petits, mais plutôt musclés et assez énervés, qui du coup auraient été rassemblés avec tous les autres, bien sûr, autour des éthérés pour finalement servir les intérêts du bien suprême. Du côté de la Terre, Fio en taux, on a les artisans, les scientifiques, les ingénieurs, mais aussi les travailleurs, bref, un peu tous ceux qui bossent, et on leur attribue souvent les innovations de cette faction qui, comme je le disais tout à l'heure, est très avancée technologiquement parlant. Donc ils sont généralement plus petits et plus corpulents que ceux de la caste de feu, mais les deux finalement sont assez humanoïdes par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître dans Warhammer 40 000. En tout cas, la caste de la Terre est responsable pour la technologie Tau, et donc elle est très très importante au sein de cette société, et elle continue de servir les éthérés avec ferveur. Prenons un petit bain et allons du côté de l'eau, ou port, P-O-R en Tau, où on trouve en fait les marchands et les diplomates. Alors comme ça on peut se dire que c'est pas très intéressant pour un empire d'en avoir des marchands et des diplomates, mais il se trouve que si, déjà historiquement parlant, mais spécifiquement dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est important, et c'est particulièrement important pour les Tau, puisque c'est un empire qui s'allie bien souvent avec d'autres races, à commencer par les Croûtes, les carnivores Croûtes, que vous connaissez très certainement, et dont on va bien sûr reparler, mais ils ont tout un tas d'alliés au sein de cette galaxie, et effectivement, vu qu'ils sont basés sur un système de castes, il s'agit de faire respecter l'équilibre entre ces différentes castes, entre ces différentes catégories de citoyens, et donc de ce point de vue-là, les diplomates sont très importants, et on leur reconnaît à leur apparence, puisqu'ils sont un peu plus grands et un peu plus fins que leurs compères. Et on va terminer avec la caste de l'air, ou Kor, K-O-R, pas corps comme le mot français. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il y a énormément de noms du lore Tau qui en fait sonnent comme des mots français. Je ne sais pas si c'est accidentel ou pas, mais ça ne simplifie pas la tâche quand on fait un podcast, croyez-moi. Revenons sur la caste de l'air à proprement parler. Ici, il s'agit des messagers et des pilotes de la flotte marchande comme militaire de la faction. Alors ils sont encore plus grands et plus sveltes que leurs camarades des autres castes, donc ils ont presque un côté un peu Slenderman si vous voulez, car ils vivent la plupart du temps dans un environnement à gravité zéro. Alors autrefois on dit même que les ancêtres de la caste de l'air, ils avaient des membranes sous les bras ou entre leurs membres, un peu comme un wingsuit, pour voler sur les vents de la première planète des Tau, et effectivement ça se voit un petit peu à leur design. Il y a quelques figurines de la caste de l'air, je crois, qu'on peut trouver chez Forge World, ou en tout cas c'était le cas il y a bien longtemps. 4 castes avec 4 objectifs, tous unis autour d'une 5e caste, la caste des éthérés, ou Aun, A-U-N, en Tau. Alors eux, ce sont les leaders politiques et religieux des Tau. Physiquement, ils sont plus proches des castes de feu et des castes de l'eau, mais on les reconnaît à un espèce de diamant logé dans leur front. Ils contrôlent la société Tau, mais on ne sait pas vraiment comment ils en sont arrivés là. Il est suggéré dans le lore et au fur et à mesure des éditions que leur pouvoir n'est peut-être pas uniquement social, il n'est pas uniquement construit par la société Tau, c'est ça que je veux dire, mais il serait peut-être biologique, soit via l'utilisation de pouvoirs psychiques assimilés, grâce notamment à leur fameux diamant. Mais ce diamant pourrait aussi être une sorte d'organe, un organe spécifique qui serait capable de produire une sorte de phéromone qui rendrait plus dociles les autres Tau et même certaines espèces extérieures. Peu importe comment le contrôle des éthérés s'exerce finalement, puisque tout semble aller comme dans le meilleur des mondes au sein de l'Empire Tau, qui est une espèce technologiquement très très avancée. Alors comme je le disais tout à l'heure, tout ça passe évidemment par l'armement, 40K oblige, mais on sait que les vaisseaux, les bâtiments ou encore la médecine des Tau sont très pointus. Et cette ascension fulgurante est à peine nuancée par des caractéristiques assez mineures et assez intéressantes qu'on glane ça et là au fur et à mesure des éditions, notamment le fait que les Tau n'ont pas accès ou n'utilisent pas une technologie semblable à celle de l'Imperium ou des Eldar pour voyager, n'utilisent pas le warp ou une déclinaison du warp, en tout cas peut-être ils restent en surface, voilà, ils ont des moteurs spécifiques, on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, bon, non pas qu'on comprend comment fonctionne un moteur warp, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais effectivement les Tau emploient une technologie légèrement différente qui
les met à côté des autres races. Et d'ailleurs, toute la relation que les Tau entretiennent avec le Warp est assez intéressante et nuance en fait l'espèce de compréhension assez globale qu'ils ont de la technologie. Quand on parle de technologie empirique, quelque chose de physique, voilà, des flingues, des véhicules, de la médecine, des machines, que sais-je. Effectivement, ça, ils maîtrisent. Par contre, le Warp, ils connaissent pas du tout, comprennent pas exactement comment ça marche pour la simple et bonne raison qu'ils n'auraient pas de pouvoir psychique. Leur espèce serait même en fait quelque part un peu en dehors de ce plan d'existence, n'aurait pas de résonance dans le warp ou dans l'immatérium, peu importe comment on l'appelle, ce qui fait que du coup les taux sont un peu plus résistants, notamment au chaos et à ses énergies, mais sont aussi complètement ignorants sur sa nature et ce qu'il permet ou non de faire. Malgré ce désavantage, les Tau se sont construits un empire plutôt impressionnant qui est situé à l'est de la galaxie impériale, en tout cas traditionnellement sur les maps que vous pouvez trouver c'était à l'est, et donc un empire qui s'est étendu au fur et à mesure en fait dans ce que les Tau appellent des sphères d'expansion. Donc ce sont en fait des vagues de colonisation qui poussent l'Empire Tau toujours plus loin de son monde natal. Donc il faut vous imaginer qu'ils partent d'un premier cercle de planètes, puis ils envahissent comme ça simultanément tout autour d'eux, et ça crée une espèce de deuxième, une sorte de ceinture, deuxième ligne de planètes, vers laquelle ensuite ils lanceront une nouvelle phase d'expansion, et donc l'Empire comme ça s'étend en espèce de cercles successifs, et pas du tout de manière, on va dire, plus organique ou plus improbable comme l'Imperium, qui découvre, récupère, défend des planètes depuis des milliers d'années. Bon, les Tau sont aussi beaucoup plus jeunes, c'est une faction qui n'y a que quelques milliers d'années, et ça leur permet donc de mener un petit peu leur barque différemment, et notamment dans ces fameuses phases d'expansion qui ensuite vont en fait être colonisées et servir de plus ou moins de capitale ou de sous-préfecture, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait dire pour l'Empire Tau. En fait, on parle de sept, S-E-P-T, comme le chiffre 7, et du coup, ce sont des systèmes, ces 7, qui sont fondés autour d'un monde clé qui donne généralement son nom à cette zone. Par exemple, le monde de Bjorkan, eh bien c'est le 7 Bjorkan. Il me semble qu'au tout début de la 3e édition, donc dans le premier codex Tau, les 7 sont en fait un monde. Depuis, ça a été un petit peu réimaginé à la manière de petits systèmes stellaires ou de petits systèmes planétaires qui permettent en fait à l'Empire Tau d'être un peu plus menaçant que quelques dizaines de planètes à l'est de l'Imperium. Aujourd'hui, c'est plutôt 8, parfois 7, ça dépend. Dans mes recherches, j'ai trouvé un petit peu les deux. J'imagine que ça dépend aussi un petit peu de quand a été écrit tel ou tel lore. Mais on va dire effectivement moins d'une dizaine de systèmes qui sont contrôlés par les Tau. Mais quand même, ça fait un sacré empire. Et un empire qui est en fait connecté en fait, pas forcément, on parle aussi d'empire orc parfois, mais c'est beaucoup plus là pour le coup organique et chaotique. Bien sûr les Space Marines du chaos ont leur domaine dans le warp, etc. Mais là on a vraiment un empire qui est construit pour s'étendre d'une manière assez technique en fait, voilà, étape par étape, petit à petit. Et on a quelque chose où les planètes vont être connectées entre elles, notamment parce que les Tau ne voyagent pas dans le warp, ou pas exactement au sens où on l'entend pour les autres factions. Donc il y a un côté un petit peu bunker en fait dans cet empire Tau qui, à mon avis, est difficile à prendre comme l'Imperium l'a appris à ses dépens lors de la croisade du Golfe Damoclès. Alors la croisade du Golfe Damoclès, c'est la seconde rencontre entre les Tau et l'Imperium techniquement, et c'est la première qui s'est jouée dans la sphère militaire, avec des conflits d'une intensité assez incomparable. Franchement, si vous lisez le lore, personnellement, moi, le lore de la croisade du Golfe de Damoclès, c'est un de mes morceaux de lore préférés, parce que ça se tape dessus quand même très fort, et parce que les Tau, de par leur armement, de par leur culture stratégique, leur doctrine militaire, proposent un challenge assez inédit aux autres factions de Warhammer 40 000, et spécifiquement les factions impériales, dont elles ont finalement un petit peu des équivalents. Si on considère par exemple que les exo-armures, dont on va bien sûr reparler, sont des espèces de guerriers d'élite, un peu comme les Space Marines, ils ont leur propre Space Marine, tandis qu'ils ont des guerriers de feu mieux équipés que la garde impériale, mais aussi avec leurs véhicules de transport, leurs véhicules de soutien, etc. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de lire des combats avec les Tau, parce qu'il y a un parallèle immédiat qui se fait avec l'Imperium, mais en même temps,
là où ça se ressemble, il y a toujours un petit détail qui fait qu'on est sur une approche quand même complètement différente, et aussi des armes qui sont d'une violence assez incroyable et qui permettent parfois d'éliminer l'ennemi avant même qu'il se rende compte qu'il est sous le feu de ces fameux taux. Et c'est ce qui est arrivé pendant la croisade Damoclès, qui s'est donc joué dans le monde militaire mais aussi dans le monde politique et diplomatique, car la croisade s'est soldée par une sorte d'égalité quand l'Imperium a dû interrompre son opération, une opération de grande envergure, dans laquelle il y avait des dizaines de régiments de la garde impériale, il y avait des chapitres Space Marine, bon bref, c'était tout un bordel, et tout ça a dû faire une petite pause et négocier une retraite en bonne et due forme avec l'Empire Tau, qui lui, comme on l'a vu via la caste de l'eau et ses diplomates, est très prompt à négocier et à discuter et à jouer en fait d'une politique un peu moins martiale. Et donc effectivement les deux factions se sont entendues pour que l'Imperium reparte un petit peu de son côté pour se protéger de la menace tyrannide qui alors grandissait, ce qui a entraîné du coup tout un tas de solutions diplomatiques qui sont assez inhabituelles pour l'Imperium, mais je dois dire assez fraîche aussi pour un lecteur qui arriverait avec une vision finalement un peu plus étroite et plus guerrière, et qu'on a l'habitude de voir à raison, c'est normal si vous pensez ça de l'Imperium, globalement c'est des gens assez peu portés sur la diplomatie, mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est que les taux nous permettent de voir l'Imperium sous un nouvel angle, notamment de ce point de vue là sur la manière de résoudre les conflits, et c'est pour ça que j'adore aussi la croisade du Golfe Damoclès. Alors maintenant qu'on a passé un petit quart d'heure à discuter des taux et qu'on les connaît un petit peu mieux, je vais rentrer un petit peu dans des détails en observant l'évolution de la gamme de figurines Citadel, qui a donc été lancée en 2001, donc au début du millénaire, au début du M2, lorsqu'on était en 3ème édition et que Games Workshop voulait lancer de nouvelles factions. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un jeune homme qui s'appelle Gav Thorpe. Et notre ami Gav, avant d'être un des employés les plus émérites de Games Workshop et également aussi un auteur bien connu de chez Black Library, il était un adolescent comme vous et moi, et il créait un petit peu son propre lore avec Warhammer Fantasy Battle et Warhammer 40 000. Et donc, autrefois, il avait créé les Chichel ou la Chichelian League, pas facile à prononcer, mais des espèces d'équivalents aux hommes lézards de Fantasy Battle, en tout cas dans sa tête, mais version spatiale, un petit peu comme les Eldar étaient pendant un temps décrits comme des elfes de l'espace. Lui il s'est dit, à quoi pourraient ressembler les hommes lézards de l'espace? Et donc, il avait inventé toute une société qui était basée sur, tenez-vous bien, 4 castes, elles-mêmes fondées sur les éléments. Donc il y avait la caste de l'eau, la caste de la terre, la caste du feu et la caste de l'air, qui était dirigée par une 5e caste, la caste de l'esprit, de puissants psychers. Et il avait fait pour toute cette nouvelle faction des Chichel des concepts, des designs, tous imaginés par son esprit d'adolescent passionné qu'il était. Et il se trouve que ce sont ces designs-là, ce sont ces idées un petit peu prototypales que Games Workshop finira par utiliser quelques années plus tard lorsque Gav Thorpe deviendra un employé de chez Games Workshop. Il se trouve qu'à l'aube des années 2000, au plus fort du lancement de la 3e édition, on se dit que ça pourrait être intéressant de rajouter de nouvelles factions, et donc de cette envie naîtront à la fois les taux mais aussi les nécrons, dont on a déjà parlé, donc je vous renvoie à cet épisode sur les nécrons, et effectivement, à l'époque, on va reprendre un petit peu les idées qu'avait eu Gav Thorpe et on va les combiner avec d'autres envies, et notamment une envie non dissimulée, je vous en reparle juste après, de créer une faction qui pourrait surfer sur la culture manga et notamment sur son appétit pour les mechas, donc les gros robots, ou plutôt les gros engins en forme de robots mais pilotés par des humains ou par un pilote, on va dire, humanoïde organique, peu importe quelle forme il prend. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui intéressait déjà Games Workshop depuis quelques années, et même si on avait les Dreadnought et les marcheurs de combat un petit peu dans d'autres factions, on n'avait pas encore exploré frontalement ce sujet-là,
Et Games Workshop, sans forcément imaginer qu'ils voulaient surfer sur une vague, parce que bon, au début des années 2000, certes, la culture animée manga commence à être assez implantée en France, mais notamment aussi aux États-Unis. Je suis pas sûr forcément que ça soit venu d'une envie, on va dire, commerciale, mais peut-être par contre d'une envie des nerds de chez Games Workshop, qui eux consommaient ce genre de culture et avaient envie de l'avoir représenté, et bien incarné dans Warhammer 40 000. Et du coup, c'est ce qui va se passer avec la création des TOW, qui sont d'abord connus sous le nom des TAO, T-A-O, et ensuite des TOW, T-A-U. D'ailleurs, les Anglais prononcent TAO, donc T-O-W techniquement, mais bon, voilà, ils l'écrivent comme ça, comme la lettre de l'alphabet grec, et puis pour des raisons peut-être de copyright, encore que je suis pas sûr que rajouter un apostrophe permette de copyrighter quoi que ce soit, mais les TOW sont depuis devenus les TOW, T-A-U. Bon, peu importe l'évolution, l'ironie du sort demeure, le premier codex ne sera jamais écrit par le pauvre Gavthorpe, qui à l'époque n'est peut-être pas encore aussi impliqué qu'il a pu l'être dans la construction des codex de Warhammer 40 000, mais on peut trouver effectivement sur son blog toute l'histoire un petit peu de la création des TOW, et notamment ce qu'il a pu apporter à cette faction finalement, j'allais dire toute récente, mais ce n'est plus vraiment le cas, en tout cas cette jeune faction de l'univers de Warhammer 40 000. Ils n'arrivent d'ailleurs pas seuls, les TOW, en 2001, puisque ils arrivent sous la forme de deux factions. Il y a techniquement les TOW, donc des extraterrestres à la peau bleue, humanoïdes, ils ont des sabots, ils n'ont pas de nez, vous connaissez un petit peu la chanson, vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent, ils ont certes une technologie très avancée, mais ils ont aussi des alliés. Et parmi ces alliés, les premiers qu'on a imaginés, ce sont les Krauts. Krauts qui, à l'origine, étaient imaginés comme une faction de mercenaires. Là, je pense qu'il s'agissait de faire une sorte d'équivalent aux régiments de mercenaires qu'on avait alors à Warhammer Fantasy Battle et qui sont assez connus depuis et qui ont parfois connu même des incarnations à Age of Sigmar. Bon, peu importe, on voulait une faction de mercenaires pour Warhammer 40 000 et les Krauts avaient déjà été présentés comme tels dans le le livre de règles de la 3e édition. Et donc, assez logiquement, quand le codex des TOW sort 3 ans plus tard, eh bien, les Krauts sont réutilisés en la forme de mercenaires, ou plutôt d'alliés, on pourrait même dire d'une force d'auxiliaire spécifique aux TOW, mais qui, dans le lore, a toujours été décrit finalement comme une espèce qui peut s'allier avec d'autres factions. Donc là aussi, une combinaison d'idées. Il y avait effectivement celle de Gavthorpe, il y avait l'envie d'une faction très orientée manga, mecha, et puis il y avait également ce projet d'armée Krout qui traînait un petit peu, et tout ça se réunit dans un seul codex. Alors un seul codex certes, mais un lancement finalement assez imposant avec la plupart des armures que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi des véhicules et les unités les plus communes eh bien, de la gamme TOW. Donc d'un point de vue figurine, la gamme TOW, on peut le dire, elle s'est trouvée relativement vite par rapport à tout un tas d'autres qui se sont un petit peu cherchés au fur et à mesure des éditions. Donc si on regarde un petit peu ce qui est sorti entre 2001 et 2004, si je ne dis pas de bêtises, on a notamment le Hammerhead, on a le Devilfish qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, on a les exo-armures Stealth, on a les exo-armures Crisis, on a les exo-armures Broadside, on a les Pathfinder ou Éclaireurs, on a bien sûr les Guerriers de Feu qui vont former en fait la base des troupes des armées TOW, on a bien sûr les Carnivore Krauts et même quelques héros, certains ont disparu depuis je crois, notamment Onshi, ou encore Proc qui était un Krout, mais on a toujours Oshova, donc un commandeur TOW bien connu, qui lui va encore plus loin dans le côté manga, parce qu'il y a vraiment l'exo-armure d'un côté, donc le mecha, mais il y a aussi la grosse épée façon Gundam, même si cette épée a une origine un peu mystique, peut-être chaotique, peut-être Necron, ça dépend un petit peu des éditions, mais en tout cas, elle a l'air un petit peu de parasiter le bonhomme, et aussi de rallonger étrangement sa durée de vie, ce qui est plutôt sympa, et donner directement à ce personnage, qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, a un peu fait sécession avec le reste de l'Empire TOW, c'est une sorte de commandant renégat, une sorte de samouraï un petit peu isolé du reste de l'Empire, mais qui a ses propres fidèles, et qui aime, contrairement aux autres TOW, se battre au corps à corps, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais une des particularités des TOW, c'est de ne pas forcément aimer, ou voire même de rechigner le combat en mêlée, le combat au corps à corps, qui est si souvent employé par les autres factions de Warhammer 40 000.
Donc vous le voyez, en troisième édition, on avait quand même quelque chose d'assez complet, qui va très vite être bien soutenu d'ailleurs par Forge World, à l'époque où ils faisaient des déclinaisons, des alternatives, des nouvelles idées de kits. Il y avait vraiment un côté V3, V4, Forge World, c'était un petit peu l'extension, pas forcément, alors certes réservé aux spécialistes par rapport au côté résine et au coût des kits, mais il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant parce que ça donnait une espèce de perspective, en tout cas moi je le voyais vraiment comme ça, il y avait une forme de ok, alors ça c'est pour c'est un peu quand t'as fini ton art métaux tu vas aller vers ces kits là, ça donnait aussi l'impression que même si on voyait pas forcément ces kits en magasin, la faction et l'univers du coup de cette faction était encore plus large. Donc du coup il y avait par exemple le Skyray qui était une variante du Hammerhead avec un lanceur de missiles au lieu d'un canon. Et il y avait des premiers volants comme le Barracuda ou le Tiger Shark. Et puis ils avaient même aussi développé les croûtes, et notamment avec l'introduction du Grand Narlock, ou Knarlock, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, une espèce de croûte dinosaure. Vous ne le savez peut-être pas là non plus, mais en fait les croûtes sont littéralement ceux qu'ils mangent. Et en fait leur patrimoine génétique, leurs gènes sont, j'utilise un terme très Space Marine là, mais leurs gènes sont un petit peu modifiés au fur et à mesure des évolutions et des années par ce qu'ils mangent, et donc en fait ça donne lieu à des sous-espèces de croûtes qui peuvent être un peu plus proches du serpent, un peu plus proches de l'oiseau ou un peu plus proches du dinosaure géant, dans le cas du grand Narlock qui est ni plus ni moins qu'un croûte à deux pattes, un tyrannosaure croûte, on pourrait le décrire comme ça plus simplement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Forge World qui a quand même vraiment beaucoup aidé, j'ai l'impression, la gamme à s'imposer, et donner aussi beaucoup dans ce côté très mecha avec les déclinaisons d'armure, par exemple la XV81, alors que il me semble que les exo-armures Crisis de base étaient les XV8, donc il y avait un côté la faction se développe à une vitesse folle, donc Forge World se développe finalement en parallèle de Games Workshop, là aussi à une vitesse assez dingue, et parfois dans des kits tout aussi dingues. Je pense notamment au Manta, qui est un énorme transporteur de troupes. C'est une sorte d'immense aile volante dans laquelle il y a des Crisis et des guerriers de feu. Je ne sais plus combien il y en a, il me semble que c'est quasiment une dizaine de Crisis et 120 guerriers de feu ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est toujours aujourd'hui l'un des kits les plus chers de l'histoire de Games Workshop, s'ils le vendent encore, mais c'est le genre de kit pour lequel on passait énormément de temps sur le site Forge World à l'époque, à baver, parce que très clairement j'aurais jamais pu les acheter, et même encore aujourd'hui ça risque d'être compliqué, sauf si vous êtes vraiment très nombreux à donner sur Tipeee, mais j'en profite juste pour placer cette page de publicité plutôt qu'autre chose. Et effectivement, malgré ce prix assez prohibitif, moi j'allais vraiment sur le site et je me disais voilà, la faction Tau, elle a quand même plein de déclinaisons d'armures possibles et imaginables. Il y a des commandants avec des boucliers un peu Gundamesque, il y a telle arme expérimentale qui est portée par un seul mec. Enfin, ça donnait vraiment l'impression que la gamme était plus riche que ce qu'on pouvait voir directement dans le codex, un petit peu comme avec la Death Corps ou avec d'autres modèles de chars pour la garde impériale, et ça me faisait vraiment vraiment rêver. Et je pense sincèrement, même si là c'est beaucoup mon expérience qui parle, que ça fait partie, cette époque-là, V3, V4 et Imperial Armour pour Forge World, eh bien, d'un des morceaux de Warhammer 40 000 qu'on pourrait peut-être analyser à part, comme ça, qui a vraiment fait grandir l'univers et a fait briller la marque par bien des aspects. Mais revenons un petit peu à Games Workshop pur jus, le plastique, mais aussi le métal à l'époque, et oui, parce qu'on est en V4, et en V4, eh bien on est juste après finalement la sortie des taux, ça fait que quelques années qu'ils sont là, et ils ont déjà une deuxième vague. Et c'est une deuxième vague avec pas mal de figurines effectivement forgées dans le métal, notamment les V-Speed, les éthérés, et aussi de nouveaux personnages nommés comme Shadow Sun ou O Chacera dans son Nonto, et effectivement aussi notre ami Onva qui est en fait le chef des éthérés. Donc si les éthérés en tant que cas sont les chefs de la société Tau, eh bien Onva c'est le chef des chefs. Je crois qu'aujourd'hui son lore a un petit peu changé, il me semble qu'il est décédé et qu'il est remplacé par une espèce d'hologramme. Enfin, il y a une idée comme ça pour rendre les éthérés un petit peu plus étranges et manipulateurs qui ne pouvaient avoir été présentés dans les éditions précédentes, mais on va y revenir là aussi. J'ai l'impression que je dis beaucoup ce terme aujourd'hui, c'est comme si je n'osais pas dire les vérités tout de suite, car voyez-vous, les éthérés me contrôlent. Mais au-delà de la blague, effectivement, en V4, on a eu tout de suite des nouveaux kits.
Et ça, c'était plutôt sympa. Il y avait un nouveau commandeur avec des extensions en métal. C'est plus ou moins le même kit, mais c'était assez rigolo de rajouter ces armes expérimentales sur une armure qui, elle, était connue. Je trouve que c'était vraiment à l'image du développement de la technologie Tau, et j'adore quand les figurines reflètent vraiment l'or à ce point. On avait les V-Speed, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une nouvelle faction qui permettait de représenter le côté empire extraterrestre des Tau. Ils sont plutôt cool, des espèces de troupes aéroportées insectoïdes avec des gros flingues qui étaient directement décrits comme des tueurs de Space Marine. D'ailleurs, je crois que c'était vraiment la direction prise par cette V4. On avait Shadowsun avec ses énormes fuseurs, on avait les railguns ou les fusils rail, ouais, portés par les cibleurs Tau qui étaient de véritables snipers à Space Marine, et on avait les V-Speed qui avaient des espèces de gros fusils à pompe anti-Space Marine et qui leur tombaient dessus comme ça. Donc ça faisait peur à tout le monde. Je me souviens à l'époque ouvrir le White Dwarf et voir un petit peu les stats de ces nouvelles unités et me dire oula, ça risque d'être très fort. Et puis, il y a le Piranha, donc qui est une espèce de petit speeder. On a le Skyray dont je parlais tout à l'heure, qui était fait en plastique. Donc ça donnait l'impression, hein, notamment moi qui m'étais lancé à ce moment-là dans Warhammer 40 000, que les Tau, même s'ils étaient jeunes, ils étaient déjà soutenus beaucoup par Games Workshop et aussi par Forge World, comme je le disais tout à l'heure. Malgré tout, il n'y aura rien en V5 et il faudra donc attendre la V6 pour avoir de nouvelles sorties Tau à part entière. Cette fois, on est rentré dans une ère où c'est quasiment que du plastique, et ce qui n'est pas du plastique est de la résine. Et donc la fameuse citadelle Finecast ou Failcast pour les intimes, qui a posé pas mal de problèmes aux hobbyistes à l'époque. C'est l'époque des premiers redesigns. Par exemple, on a les exo-armures Broadside qui sont toujours qualifiées de XV88 parce que c'est directement mis dans le premier codex, dans le lore des Tau, c'est intégré dans le background que la désignation, le numéro, les lettres employées par les exo-armures Tau, nous donnent un petit peu leur niveau, comment dirais-je, d'avancement, à quelle génération ces armures appartiennent. Donc par exemple, on a la première exo-armure stealth qui est la XV15 je crois, et les deuxièmes exo-armures stealth qui sortent sous la 4e édition en plastique ont un look légèrement différent, mais plutôt que de réimaginer complètement le lore autour de ce nouveau look, on nous dit effectivement le look est différent, mais c'est parce que les Tau ils perfectionnent sans cesse leur matériel, donc on passe de la XV15 à la XV25. Et je crois qu'en 6ème édition, on a la XV88, et c'est toujours la XV88, mais elle a un look légèrement différent de la Broadside du passé, parce qu'au lieu de porter les railguns sur les épaules, elle les tient comme une espèce de guitare, et elle a vachement de gueule cette déclinaison-là quand même. Pour la petite anecdote, moi j'avais déjà eu les premières Broadside, et j'avais fait cette conversion à la mano, en m'inspirant de quelqu'un sur internet ou dans un White Dwarf, je ne sais plus exactement. Mais bref, les premières rééditions de filles qui étaient déjà existantes, il y a aussi un nouveau Shova d'ailleurs, il y a un nouveau commandeur, et des petites surprises, notamment parce que c'était la hype à l'époque. Il y a un premier véhicule particulièrement imposant qui est la Riptide. Donc là, c'est quasiment une sorte de petit titan, hein, une unité un peu super lourde, même si on aura plus lourd encore ensuite. Et il y avait aussi un gros focus sur les véhicules volants. Et là, on s'offre un avion Tau en la personne d'un double kit qui permet d'assembler le Sun Shark et le Razor Shark. Donc effectivement, c'est une sortie en 6ème édition assez symptomatique de ce qui se faisait à l'époque. Et encore une fois, les Tau n'arrivent jamais seuls, et ils fonctionnent un peu, j'ai l'impression, par paire d'édition, puisqu'en V7, c'est un petit peu tout le reste des redesigns qui nous attend, c'est-à-dire par exemple les guerriers de feu, les éthérés, les crisis, tout ça s'offre une nouvelle incarnation, et on voit par contre aussi de nouvelles exo-armures arriver, et non des moindres, puisqu'il y a la la KV 128 Storm Surge et la XV95 Ghostkill. Alors la Ghostkill, elle est assez intéressante parce que c'est une armure stealth, donc une armure de reconnaissance qui peut se rendre invisible, mais qui est beaucoup plus balèze qu'une armure Crisis. Donc elle a un peu le cul entre deux chaises, mais elle a vraiment un look assez unique. Et l'armure Storm Surge, là c'est clairement l'équivalent d'un super lourd pour les Tau. Ils avaient eu des super lourds volants dont je vous parlais tout à l'heure, mais là c'est vraiment comment on représenterait un Baneblade sur plate? Avec une Storm Surge. Et effectivement, figurine qui a fait beaucoup parler d'elle, je me souviens à sa sortie, par rapport aux espèces de petits stabilisateurs qu'elle avait, qu'elle enfonce dans le sol pour pouvoir tirer, et aussi le fait que c'était une espèce de grosse pièce d'artillerie qui marche en fait, parce que c'est un véhicule découvert. Vous avez en fait le poste de cockpit, le poste de commande, je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais qui a pas effectivement de protection au niveau du toit, donc ça vous permet de voir les petits Tau qui font leur petit bail et calibrent leur canon.
mais tout le monde disait ouais c'est n'importe quoi pour cette armée aussi technologiquement avancée de faire tout ça. Je sais pas, je trouve que ça a ajouté un petit peu de charme là-dedans et ça a ramené aussi le côté un peu improbable de certains designs de Warhammer 40 000. Mais bref, on n'est pas là pour faire tout un podcast sur la Storm Surge ni même sur toutes les figurines TOW qui ont jamais existé, mais ce que vous pouvez retenir du coup de cette édition 7, c'est qu'on va à la fois avoir pas mal de redesign mais complété par effectivement des armures de qualité, des armures qui ont fait date et qui sont encore aujourd'hui très jouées, très utilisées, notamment pour la Ghost Guild. On rentre dans l'ère un petit peu actuelle de Warhammer 40 000 à partir de la 8e édition. On peut aussi intégrer la 9e, la 2e, placer ça sous le terme d'Indomitus et voir un petit peu ce qui s'est fait à l'époque pour les taux. Alors que l'Imperium est fragmenté en deux avec cette espèce de grande faille, la cicatrice maledictum. Voilà, normalement les taux peuvent tranquillement faire leurs petites affaires. Et pourtant en 8e édition, les sorties ont été assez rares. Il aura fallu attendre Psychic Awakening, donc qui est techniquement les suppléments de fin d'édition, pour avoir une nouvelle figurine TOW en la personne de Shadow Sun, 2e édition, très belle figurine je trouve. Et par contre, en 9e édition, c'était un petit peu la même chose. En gros focus sur les personnages nommés. On a un nouveau Darkstrider, donc qui est un cibleur nommé, qui a un petit look un peu commando plutôt sympa avec ses petits drones et tout. Et bien sûr, la nouvelle figurine d'Oshova, comment ne pas en parler. Alors, elle est sortie dans une boîte pour Boarding Patrol, il me semble. Donc c'était là aussi supplément de fin d'édition pour jouer dans des couloirs, des stations spatiales, des vaisseaux. Je vois pas trop ce que Oshova avec son socle, par ailleurs très japonisant, avec des petits cerisiers, un énorme rocher foutait là. Mais la figue est incroyable. Elle va encore plus loin dans ce délire japonisant. Mais beaucoup d'amour pour cette figue. On a quelque chose de vraiment très agréable à l'œil, l'épée et la taille de l'armure, ainsi que le bouclier, le plasma, tout ça est remis à effectivement une échelle beaucoup plus agréable. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu sceptiques sur la pose, ça dépend les angles de photo, moi je trouve, mais très très belle figurine qui là aussi a fait date et avait tendance en fait à nous faire oublier. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que Oshova et Oshacera sont les deux élèves les plus brillants d'un commandeur qui je crois s'appelait Puretide. C'est un peu un des commandeurs légendaires du lore des taux, donc il n'a jamais eu sa figurine, etc. C'est plus dans le passé des taux. Il a formé deux élèves particulièrement brillants et ces deux élèves qui peuvent pas se piffrer. Je sais pas si c'était le cas au départ, je sais pas si ça a toujours été le cas, cette espèce d'opposition entre les deux, mais je trouve ça assez rigolo que du coup Shadow Sun soit sorti en fin de 8e édition et que Oshova soit sorti en fin de 9e édition. Mais peu importe, la 9e édition, malgré tout, était assez chiche en contenu, puisqu'on a surtout eu 2 kill teams. Alors, certes, des nouveaux croûtes, ça fait toujours plaisir. Et aussi une déclinaison de cibleur qui est plutôt pas mal, je dois dire. Elle est assez sympa quand même, cette kill team-là, parce que, encore une fois, arme expérimentale, donc ça va plutôt bien avec le lore des taux, et ça la distingue suffisamment du kit de base. C'est surtout en 10e édition qu'on aura bien mangé, et c'est ce qui m'a motivé à faire ce podcast d'ailleurs, la sortie d'une gamme croûte à part entière, avec 3 nouveaux personnages, une nouvelle escouade de Carnivore Croûte qui du coup est légèrement différente des croûtes de la Kill Team, donc qui est un petit peu plus simple on va dire. On a aussi les chiens croûtes, les Croûtox et les Croûtox Rampagers, donc qui sont en fait des plus jeunes Croûtox. Pour ceux qui ne voient pas, c'est des espèces de créatures type gorille, toujours avec une tête de croûte, donc ce côté dreadlocks à la Predator et le gros bec. Et du coup ils ont une pose beaucoup plus dynamique que les Croûtox qui sont un peu tranquilles et qui ont un gros canon et un tireur sur le dos. Là c'est vraiment une unité de cavalerie que je trouve vraiment très sympa, qui a un design assez ouf, assez proche de la cavalerie Age of Sigmar dans son côté dynamique et très réussi. Et on s'est pas arrêté là, on a aussi un personnage, ou en tout cas je crois que c'est une déclinaison, je crois même que c'est 2 personnages techniquement, il y a 2 manières d'assembler le kit, de croûte qui est sur une espèce de lézard. Donc c'est pas exactement un croûte sur un croûte, mais c'est sympa aussi. Et ça permet d'avoir une gamme qui, mine de rien, peut vivre d'elle-même et donc nous renvoie à la 3e édition et cette fameuse envie d'avoir une gamme de mercenaires jouable à Warhammer 40 000. Du coup, mercenaires ils sont parce qu'ils n'ont pas vraiment un équipement ultra avancé, ni même, par exemple, je sais pas, des véhicules ou des armes très lourdes, mais c'est vrai que, on a des petits chiens de reconnaissance, on a de la troupe de base, on a du héros, on a de la cavalerie. Bon, on commence à se passer quelque chose avec cette gamme croûte et je trouve qu'elle est vraiment super belle.
Donc ça me fait vraiment plaisir de voir Games Workshop avancer là-dedans, mais on en reparlera un petit peu plus pour savoir un petit peu ce que la gamme pourrait faire en fin de podcast pour s'étendre. En tout cas, beau move de la part de Games Workshop, et move d'ailleurs assez surprenant. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais je ne m'y attendais pas, mais c'est d'autant plus apprécié. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la gamme To, dans ses grandes lignes, bien sûr, hein, je ne peux pas m'arrêter sur chaque figurine, vous l'aurez compris, on va essayer de comprendre pourquoi, malgré ce lore qui est finalement plutôt sympa, et ces figurines plutôt nombreuses, là aussi pour une faction qui est sortie il n'y a qu'une vingtaine d'années, et bien pourquoi les To sont finalement si mal aimés. Alors, on va mettre un espèce de voile de pudeur sur cette expression. Je fais un petit peu de clickbait. Vous le savez bien, les taux sont quand même très populaires. Il y a beaucoup de joueurs taux, notamment sur la scène tournoi, il y a toujours eu beaucoup de taux. C'est quand même une faction qui a beaucoup de figurines, donc qui, à mon avis, marche d'un point de vue commercial. Mais c'est vrai qu'on entend, malgré tout, toujours des joueurs se plaindre. On a plein de mèmes aussi, on en parlait dans un épisode récent, sur les taux. Et ça donne un peu l'impression que cette faction, contrairement à pas mal d'autres, elle n'a pas vraiment trouvé sa place au sein du cœur des fans et dans le fandom Warhammer de manière générale. Alors que, voilà, je le répète, une gamme assez étendue qui a connu pas mal d'incarnations et un lore plutôt là aussi très développé. Et même parfois une représentation assez surprenante du côté des produits dérivés. Je pense notamment au jeu vidéo Fire Warrior, donc c'était un des premiers, peut-être même le premier FPS Warhammer 40 000, un des premiers gros jeux aussi marketés du point de vue à la fois de Games Workshop, mais aussi du reste, on va dire, en dehors de son industrie, du côté de l'industrie du jeu vidéo spécifiquement. Et je sais qu'à l'époque, ça avait beaucoup fait parler. Ils avaient inventé notamment le fusil à rail pour l'infanterie. Du coup, c'est pour ça qu'étaient sorties des figurines à part de Games Workshop. Je crois qu'il y avait aussi une figurine spéciale du héros, Caïs. Plus tard, on aura Dawn of War Dark Crusade qui introduira à la fois les Nécrons et les Taux, un petit peu comme la troisième édition à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, c'était super intéressant aussi de voir les Taux en mouvement, avec une musique un peu orientalisante, on ne sait pas trop comment le dire, mais c'était un amalgame de plein de sonorités qui rendait les taux vachement curieux, super intéressant. Puis bon, comme toujours, hein, on le disait la dernière fois avec Antech dans notre dernier Raconte-moi Warhammer, il y a vraiment quelque chose de génial dans les punchlines de Dawn of War, et les taux ne faisaient pas exception. Donc bizarrement, les taux, étant donné leur réputation peu glorieuse, avaient un peu l'impression d'être partout, malgré tout. Donc, d'où ça vient? Eh bien, je pense que ça peut s'expliquer déjà par leur esthétique, qui, comme souvent les gens le disent, n'a rien à voir avec le reste de Warhammer 40 000, puisque ce n'est absolument pas gothique. Alors tout de même, si c'est pas gothique, si c'est pas baroque, peu importe le terme qu'on utilise, si c'est pas grimdark, il faut quand même se rappeler que c'est John Blanche qui a dessiné les premiers taux. Et oui, les premiers concept art des taux, comme beaucoup de factions quand elles doivent rejoindre les mondes de Warhammer, hein, c'est aussi le cas des Stormcast pour Age of Sigmar par exemple, sont à l'origine dessinés par John Blanche. Alors certes, ces concepts à lui étaient beaucoup plus radicaux, mais on avait déjà quelque chose de volontairement éloigné en fait de ce qu'on trouvait alors, des formes peut-être un peu plus modernes, un peu plus futuristes, des gros flingues, pas forcément effectivement de bannières ou d'iconographie particulièrement reconnaissable. Donc il y avait quelque chose d'assez différent chez les taux, et je pense que l'idée de toute façon était volontairement de s'éloigner de ce qui se faisait alors. Dans tous les premiers concept art, je partagerai ça sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir, mais on a quand même quelque chose d'assez Warhammer dans l'esprit. Alors je m'explique. Certes, on ne retrouve pas les codes un peu baroques ou gothiques de Warhammer 40 000 habituels, mais on a ce côté vocabulaire visuel. Alors là, si vous avez votre bingo de Len Rider, vous pouvez le cocher, parce que je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis encore une fois, donc vous pouvez cocher la case 2 fois. Mais blague à part, effectivement, cette expression, je l'emprunte à Jess Godwin, et c'est ce côté vraiment cette direction artistique qu'on va pouvoir appliquer à une faction et qu'on va pouvoir décliner dans différentes formes, sous différentes incarnations, à chaque type d'unité, voire même à chaque figurine de cette faction précise. Donc comment, par exemple, la courbe d'une épaulière d'armure se retrouve dans les courbes d'un vaisseau qui elle-même évoque la longueur d'un canon sur l'infanterie de base.
C'est ce genre de continuité visuelle que moi j'adore dans Warhammer 40 000, et les taux, ils l'ont toujours eu, et ils l'ont toujours eu contrairement, j'ajouterais même, à d'autres factions plus anciennes, et notamment les Tyrannides, épisode relativement récent de Land Rider. Je vous renvoie à l'épisode sur les Tyrannides, où je parle des modifications esthétiques de pas mal de kits tyrannides qui se sont vraiment cherchés au fur et à mesure des années et qui parfois se sont drastiquement réinventés. Au contraire, les taux, ils arrivent, vous regardez les premiers concept art, c'est quasiment les figurines de nos jours, et surtout, à chaque déclinaison, les figurines changent très peu. Exactement comme les ailes d'art, et c'est d'ailleurs pas étonnant de savoir que c'est à peu près la même personne responsable pour les deux designs. Dans les deux cas, Jess Godwin a beaucoup œuvré sur la faction Eldar comme la faction Tau, et effectivement, ces concept art à Monsieur Godwin sont très très proches des figurines, parce que c'était aussi un sculpteur, pas juste un dessinateur, ou l'un ou l'autre, il fait les deux, et ça explique beaucoup de choses dans la réussite, je pense, visuelle des Tau. Ce vocabulaire, il est ultra riche, on y voit du manga, on y voit effectivement de l'animé, du mecha, mais aussi la culture asiatique dans son ensemble. Ça ressort peut-être plus dans les concept art que les résultats finaux, mais je pense par exemple au design des éthérés. Ils peuvent faire penser aux représentations d'empereurs chinois ou de dignitaires japonais. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Ils ont des fois même la petite, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, ils ont la barbichette tressée avec des anneaux, etc. Enfin, peu importe ce qu'on pense de ce côté appropriation culturelle en fait de Warhammer 40 000, je trouve que c'est assez intéressant de ramener et d'intégrer des cultures qui viennent pas forcément de nos pays à Warhammer 40 000 pour représenter, toucher, évoquer et aller justement dire aux gens. Alors après, moi c'est vraiment mon cas, c'est dans ma nature d'aller un peu plus loin, de savoir un peu d'où ça vient, pourquoi tel ou tel détail, mais vraiment je trouve que là-dedans, Warhammer 40 000 a limite presque un rôle à jouer et permet en fait de faire passer des idées, des concepts ou même juste des formes dans la tête des gens, et puis voilà, on s'habitue à aller voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, et je trouve ça hyper frais en fait, cette espèce de, à défaut d'un meilleur terme, d'exotisme qu'on peut trouver dans Warhammer 40 000 avec des factions qui sont pas basées toujours sur les mêmes représentations et qui sont pas toujours basées non plus sur les mêmes archétypes. Donc pour moi c'est vraiment l'opposé, si vous voulez, d'un univers que j'aime aussi, hein, qui est tout à fait respectable, mais sur d'autres points, d'un Halo où on va avoir voilà, un peu toujours, certes les extraterrestres qui ont un peu les Covenants, qui sont aussi comme les Tau d'ailleurs un empire qui rassemble plusieurs espèces, et puis de l'autre côté on a les j'allais dire les militaires, mais c'est ça en fait, c'est des humains qui ont des formes beaucoup plus rigides et où on a quelque chose de beaucoup plus uniforme. Et moi j'aime vraiment cette diversité là, et je trouve que les Tau la ramènent super bien parce que c'est cohérent en fait. On se dit mais c'est quoi tout ce truc commun qu'ont les Tau avec Warhammer 40 000? C'est pas forcément l'esthétique de l'Imperium, qui est d'ailleurs en fait assez propre à l'Imperium. Dans ce cas-là, voilà, les Eldar sont pas vraiment gothiques par exemple, mais ils obéissent un peu aux mêmes règles de fonctionnement global, de vocabulaire visuel qui est maîtrisé, et donc effectivement l'épaulière d'un guerrier de feu va évoquer par exemple les armures de samouraï, donc on nous renvoie à la culture japonaise, de la même manière que les Japonais décident souvent de leur premier mecha en s'inspirant de ces mêmes armures. Donc il y a un côté boucle qui se boucle, il y a une enveloppe qui se crée en fait autour de cette faction que je trouve super intéressant, et qui moi à mon sens fait preuve d'une certaine forme de maturité en fait. Une faction qui est née en V3 comme les Tau, on voit qu'elle a eu beaucoup moins à changer que certaines autres. Alors à l'exception des Necrons qui se sont beaucoup réinventés, mais plutôt du côté du lore et un petit peu moins du côté de l'esthétique. Et moi je trouve qu'effectivement, même si elle n'est pas gothique, même si elle vous paraît pas grimdark, en fait l'esthétique des Tau elle a tout à fait sa place dans Warhammer 40 000 parce qu'elle obéit à ses règles les plus sacrées. Et par ailleurs, on pourrait même aller plus loin et dire que le fait qu'elle tranche avec Warhammer 40 000, c'est aussi un bon moyen de faire briller notamment par exemple l'immobilisme dans lequel l'Imperium est bloqué. Bref, on parlait du lore. Il y a effectivement aussi cet aspect-là des choses qui a pu faire tiquer. Alors surtout en V3, où si vous lisez le premier codex, moi je m'en souviens très bien parce que je l'avais acheté avec mes petits sous, et du coup dans ce codex on présente les Tau comme une espèce d'utopie en fait. Il y a un côté un peu pied de nez à ce qui se fait alors, mais finalement, quoi de plus improbable que des mecs qui s'obstineraient dans l'utopie alors que le reste du monde sombre pleine balle dans la dystopie. Je trouve que c'est finalement plutôt bien vu à l'époque pour Games Workshop, même si ça peut avoir l'air d'une trahison. Et c'est aussi, quand on y pense,
un petit peu réminiscent des récits de post-apo, où quand le monde est détruit, quand le monde est en phase d'être détruit, eh bien, c'est généralement parce qu'il a cédé à une forme de dystopie absolue, mais c'est aussi à ce moment-là que des groupes de survivants vont s'attaquer à recréer le monde autour de certaines utopies. Alors parfois ça vire à la contre-utopie, mais il y a vraiment, je sais pas, dans les Walking Dead, dans tout ce que vous pouvez imaginer, souvent une faction de survivants qui essaye de faire les choses différemment. Et c'est un petit peu pour moi ce qu'incarne Leto pour Warhammer 40 000, toute proportion gardée parce que c'est pas vraiment un univers post-apocalyptique, c'est plutôt un univers qui est toujours à 2 minutes de l'apocalypse, quoi, donc qui est sur le fil sans cesse. Mais de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir comment l'Imperium qui s'enfonce à fond et qui se prépare sans cesse à cet apocalypse, qui la vit quelque part au quotidien, l'incarne et presque s'en accommode, enfin il adore ça. Eh bien, Leto, eux, ils ont un côté, bah non, justement, on sait que le reste de la galaxie est comme ça, mais nous, on fait différemment. Enfin, on sait, ils l'ont appris relativement récemment. Mais du coup, il y a un côté, ils étaient isolés, et ils ont pensé leur truc de leur côté. Et du coup, je trouve que la juxtaposition entre les deux est super intéressante, et en soi, elle-même, plutôt chouette d'un point de vue, ça peut être un objet de satire assez intéressant, on y reviendra, ça peut être aussi un moyen d'explorer d'autres thèmes sans forcément complètement dénaturer Warhammer 40 000, ce qu'on a souvent l'impression de lire en fait dans les commentaires ou les pavés que les gens écrivent pour dire qu'ils détestent Leto. En fait, les taux ne dénaturent pas Warhammer 40 000, au contraire, c'est parce qu'ils se détachent entre guillemets de sa norme qu'ils rendent Warhammer 40 000 plus fort. Effectivement, si tout le monde est basé sur le même type d'empire, avec le même type de fonctionnement et un peu la même perspective, au bout d'un moment ça se dilue. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir par exemple voilà, les Eldar qui sont éternellement dépressifs sur leurs propres conditions, l'Imperium, et puis aussi Leto avec une vision peut-être plus optimiste des choses. Mais c'est vrai que dans le premier codex on avait quand même quelque chose d'assez frontalement utopique, toute proportion gardée bien sûr, mais il y avait pas mal de détails qui étaient vraiment, j'ai l'impression, conçus pour nous dire ce n'est pas une faction comme les autres. Et peut-être que ça manquait de subtilité, alors on pourra en discuter, mais je pensais notamment à la question de la retraite. La retraite dans deux de ces définitions possibles. On nous disait dès le premier codex par exemple que les Tau ils avaient un service militaire quand ils font partie de la caste de feu. Et en gros, même si c'est très difficile à atteindre parce que je crois qu'il faut atteindre un grade quand même assez balèze, mais si on fait suffisamment d'années et qu'on atteint ce grade, eh bien au bout d'un moment le service militaire se termine et il nous est dit que les taux ont un système de retraite. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et si ça plairait à nos dirigeants actuels, mais en tout cas, les taux prennent soin de leurs vétérans et de leurs anciens. Si tant est qu'ils survivent aux horreurs de Warhammer 40 000, ça c'est autre chose. Mais quelque part aussi, ça c'est déjà assez satirique dans l'esprit. Oui, oui, on a inventé une faction dans laquelle il est possible d'avoir une retraite après avoir combattu. Maintenant, vous savez très bien quelles sont les bestioles que combattent les taux. Donc, est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce système de retraite existe seulement ? Il y avait déjà une forme de satire là-dedans, ou en tout cas une forme d'humour que je trouve pas inintéressante, et encore une fois, encore moins incohérente avec le reste de Warhammer 40 000. Au contraire, je trouve ça vraiment plutôt balèze de le faire, et de le faire aussi frontalement, mais c'est que mon avis, et bien sûr, on peut en discuter. Et l'autre définition de la retraite, c'était aussi la possibilité pour les taux de battre en retraite en bonne et due forme, pour sauver des vies. Et il est expliqué assez explicitement, si mes souvenirs sont bons, que les taux ne rechignent pas à abandonner un combat si c'est pour sauver des vies tôt. C'est pas nécessairement voilà, une retraite tactique comme disent les Space Marines pour faire plus mal à l'adversaire plus loin. Non, c'est juste pour sauver des vies. Et en soi, sauver des vies est quelque chose d'honorable pour les taux. Et ça, c'est très différent à l'époque de ce qui se fait pour Warhammer 40 000. C'est toujours très différent aujourd'hui, ne serait-ce que dans les représentations, on va dire, visuelles qu'on a l'habitude de voir avec Warhammer 40 000. Je pense notamment aux Space Marines qui sont toujours en train de se sacrifier. Ils sont dans des derniers carrés pas possibles. La garde impériale, t'as des titans qui marchent sur des chars, qui roulent sur de l'infanterie. Enfin, on n'a aucune idée de comment tous ces gens-là pourraient survivre. Avec les taux, on nous dit... On le représente peut-être pas forcément dans des illustrations, encore que il me semble que on les voit des fois repartir dans les transports, des choses comme ça. On nous dit effectivement les taux, ouais, ils peuvent accepter de battre en retraite pour mieux sauver des vies, et c'est quelque chose qu'ils vont faire. Et du coup, c'est une faction
qui, contrairement à pas mal de factions telles qu'elles nous sont présentées de manière hyper globale dans les lignes introductives de Warhammer 40 000, que ce soit sur Roll Trader, V2, V1, V3, peu importe, on nous dit toujours que c'est un monde dans lequel les différentes races invitées à se taper dessus ont complètement perdu la raison de toute façon. Bon, une faction qui accepte de sauver les vies me paraît être une faction qui a effectivement un petit peu moins perdu la raison. Est-ce que ça fait d'elle une faction utopique pour autant ? C'est un petit peu la question qu'on doit se poser. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de nuance finalement entre les deux. Mais voilà, on a préféré ajouter des mèmes sur les taux communistes ou les taux qui ont peur du combat au corps à corps à la place d'avoir cette conversation. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit et qui passe beaucoup par l'image et par l'humour pour faire passer des informations, ce qui est un petit peu dommage, surtout que si vous êtes par exemple abonné à Warhammer+, vous pouvez consulter le lore du premier Codexto, donc vous pouvez aller voir ça et faites-vous votre propre avis et revenez nous en parler en commentaire. Enfin, un dernier élément qui a peut-être pu rendre les taux mal aimés, c'est étrangement, et c'est le jeu en fait. C'est un truc dont je parle peut-être un peu moins dans Landrider, mais je pense que la façon dont le gameplay des taux a toujours été conçu s'est répercuté sur la vision que les joueurs avaient de cette faction dans son ensemble. C'est-à-dire, non seulement elle n'était pas esthétiquement grimdark, en plus son lore était un petit peu plus utopique, mais alors, le jeu, les gars, avaient pété des câbles, et donc ils avaient fait des statistiques ou des options de jeu pas possibles, et qu'à l'époque on avait effectivement pas encore vu, et forcément tout ça s'est mélangé, et ça a fait une espèce de grosse boule qui pèse sur le dos, les épaules des taux depuis toujours. Mais si on y regarde bien, en fait toutes ces choses-là qu'on découvre en vrai 3, Games Workshop nous y a largement habitués depuis, et pourtant, effectivement, la réputation des taux est assez persistante. Ça a toujours été une faction très polarisante, c'est certain. Il y avait dès la V3 des armes dont les statistiques elles-mêmes étaient super impressionnantes. Le canon, le ray gun du Devilfish, avec sa force 10, sa PA1, je sais plus combien. Enfin, il y avait une statline qui était, pour l'époque, moi qui avais une compréhension hyper limitée du jeu, me paraissait assez folle. Et je crois que en faisant mes recherches, j'ai appris même que c'était vraiment exceptionnel, à part des unités titanesques, il n'y avait pas ce genre de profil. Il y a des petites curiosités aussi un peu moins impressionnantes, mais quand même assez savoureuses. Le fait que l'arme de base des taux, elle a une force 5 traditionnellement, alors que la force d'un bolter c'est force 4, puis c'est un peu la force moyenne de toutes les armes dans Warhammer 40 000 pour de l'infanterie. Ils avaient aussi une portée de 30, alors que la plupart des portées c'était des multiples de 6, donc vous aviez 12, 18, 24, que sais-je. Donc c'est assez rigolo la façon qu'ils avaient de placer les taux tout de suite sur une autre sphère, et effectivement de les rendre super impressionnants, notamment dans le côté puissance de feu à distance. Et je pense que ça a pas mal participé à la mauvaise réputation des taux, et notamment au côté un peu couardise, assez lâche, qui restent à distance avec leur gunline et qui nous tirent dessus. Bon, on pourrait aussi dire finalement les mecs qui se battent avec des fourchettes et des couteaux au 41e millénaire, ne sont-ils pas un petit peu ridicules ? Voilà, on ne se plaint assez peu des factions qui sont entièrement dédiées au corps à corps. Après aussi, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'en fait le corps à corps, par définition, il est souvent, il implique l'autre joueur, parce que on va faire des sauvegardes d'armure, on va pouvoir potentiellement riposter. Bon, l'alternance des deux joueurs à Warhammer 40 000 fait que une arme de feu très puissante avec des gens qui tirent relativement bien, vous lavez l'escouade et vous retirez votre escouade. En termes d'interaction, on a fait mieux, mais je dois dire que au corps à corps depuis, on a aussi vu des factions qui vous rasent méchamment la tronche. Donc je pense qu'il est temps un petit peu de mettre cet argument au garage, et je pense qu'il faut reconnaître au taux effectivement un certain nombre de marqueurs qui ont bien souvent exacerbé leur mauvaise réputation, mais la plupart du temps ils sont avérés aussi être des pétards mouillés. Je pense par exemple en V9, quand on avait vu les premiers datasheets des broadsides, etc., tout le monde avait pété un câble, et au final j'ai l'impression que d'un point de vue méta, c'est pas forcément le domaine que je suis, j'ai pas forcément vocation à vous parler de comment les gens qui vont en tournoi pratiquent le hobby, mais ce que je veux dire c'est qu'on en a beaucoup entendu parler, à tel point qu'il y a des gens qui collectionnaient taux et qui se sentaient mal de venir sur table. En vérité, les taux ont fait très peu de bruit ensuite sur les scènes les plus compétitives, donc c'est souvent des espèces de marqueurs, c'est vraiment un côté, c'est visible, c'est facile à critiquer, tout le monde comprend une datasheet, tout le monde comprend une statline. Après, souvent, pour peu que le codex soit
bien pensé, soit c'est pas si fort que ça parce que c'est nuancé par d'autres choses, ou soit la roublardise est en fait ailleurs. Je pense notamment aux Devilfish qu'on pouvait utiliser, il me semble, pendant un temps. Pendant le tour adverse, on pouvait les faire descendre. Imaginez qu'ils descendent avec leur moteur antigravité devant nos troupes pour les protéger. Donc là, nos cibleurs ou nos guerriers de feu étaient complètement protégés, obscurcis par la silhouette du char, etc. Et puis, à notre tour, on disait, bon bah là, les Devilfish, ils redécollent, et donc là, j'ai plus d'obstacles devant moi et je te tire dessus. Bon voilà, ce genre de mécanique-là, quand même un petit peu moins marrante. Après, c'est pareil aussi, les jetpacks des Crisis qui leur permettaient de se déplacer pendant la phase d'assaut parce qu'ils n'avaient pas de corps à corps. Enfin, c'était effectivement le début d'un gameplay qui était complètement différent. C'est-à-dire qu'avant, c'était, ok, tu bouges, tu tires, tu tapes, tu fais ton commandement. Et les taux, ils arrivent et ils disent, bon bah déjà le corps à corps, ça va être qu'avec les croûtes, et puis bon alors du coup le tir va être plus fort, puis on va peut-être introduire d'autres facettes, puis on va introduire ensuite des armes expérimentales, donc des statlines toujours plus puissantes. Encore une fois, pas mal de petits marqueurs comme ça qui donnent l'impression que cette faction, elle est pas comme les autres, elle mérite pas d'être dans le bac à sable en train de jouer avec les autres enfants, mais au final, depuis, on a vu tellement de choses se développer de ce côté-là. C'est pas inhabituel, par exemple en V10 pour une faction, n'importe quelle faction, d'avoir une unité qui se déplace pendant la phase de tir adverse. Bon voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées et qui brouillent les pistes et qui me semblent à même de ramener les taux dans la lumière et de les laisser un petit peu tranquilles. Bref, vous l'aurez compris, les taux c'est une faction que j'aime beaucoup. Je voulais les défendre sur ces trois points de vue-là, le lore, le jeu et l'esthétique, mais je dois aussi vous la défendre avec bien des choses beaucoup moins factuelles, c'est-à-dire mes souvenirs. Moi j'ai énormément de souvenirs du lore, et notamment du premier Codex TOW, qui était très porté sur le hobby par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait une très belle juxtaposition. À l'époque, les codex ils sont assez fins, ils sont assez limités en nombre de pages, ils sont quasiment intégralement en noir et blanc, ce qui allait pas trop avec la direction artistique futuristique des taux, donc il y avait une espèce de mise en page futuristique, mais tout était en noir et blanc. Du coup, ça créait un décalage qui était super intéressant, puis on arrivait sur les pages en couleur, et là, on avait plein de déclinaisons avec tous les 7 taux, qui avaient des couleurs assez vives, il y avait des taux camouflés aussi, c'était plutôt cool, parce que c'est une des rares factions avec la garde impériale où on peut aller tenter des camouflages, je pense, assez facilement. On voyait aussi des déclinaisons de croûte de toutes les couleurs, super, super frais. Il y avait cette couleur de base, ce schéma de couleur de base dans des brins, je sais pas d'où il vient, est-ce qu'il vient peut-être des dessins de Blanche, qui dessine souvent sur des papiers un peu jaunis avec des encres brunes, des encres marron, des encres sépia. Donc j'ai l'impression que ça réunissait ça, puis en même temps ça évoque aussi un peu tous les jouets, Gundam, les mechas, les figurines articulées. Donc c'est super frappant ce premier schéma de couleur, même s'il a été depuis repensé pour un schéma de couleur blanc et rouge qui fait beaucoup plus Star Wars et je trouve beaucoup moins on va dire singulier, mais peut-être aussi beaucoup plus intéressant visuellement parce que c'est vrai que ces couleurs un peu voilà bégeâtre, marron, un peu vomi comme certains le disaient parfois à l'époque, ça ne plaisait pas à tout le monde. Moi je sais qu'à l'époque je le trouvais horrible, mais aujourd'hui je le trouve vraiment super bien dans son côté unique en fait, le schéma de couleur vraiment dans les teintes marron, quasiment ton sur ton des taux. Mais bref, en tout cas c'était hyper frappant ça. Et puis c'était hyper frappant aussi d'avoir toute une section hobby assez détaillée, à utiliser des seaux de jardinerie ou des petits pots pour faire vos décors, si vous avez envie de terrains qui ressemblent plus, enfin voilà, qui représentent l'Empire Trau plutôt que l'habituel jungle ou les ruines gothiques qu'on avait en troisième édition. Donc je trouvais ça hyper fort de se dire waouh, j'ouvre un codex assez limité en pages et d'un coup je me mange toute une nouvelle faction avec une esthétique complètement différente, mais qui est elle-même un empire, donc je peux imaginer des tables, je peux imaginer plein de choses, et c'était hyper puissant pour l'adolescent que j'étais, et je pense pour pas mal de hobbyistes à l'époque qui devaient se dire, tiens, bon, Warhammer 40 000 c'est sympa, mais ce serait bien qu'il y ait une nouvelle faction. Je pense pour beaucoup de gens, c'était super intéressant de se la prendre, et c'était peut-être aussi plus accessible que les Nécrons qui dans leur première incarnation ont vraiment un côté très Lovecraftien et très mystérieux. En fait on comprend tellement rien de ce qu'ils veulent que c'est difficile de s'y identifier. Au contraire les taux, on comprend très bien ce qu'ils veulent et ils se rapprochent peut-être plus de notre monde à nous en fait, certes peut-être moins dystopique, encore que par certains aspects voilà, depuis le lore a pas mal changé, la question des éthérés notamment s'est renforcée d'édition en édition. Est-ce que c'était en réaction à ce que disaient les joueurs? Je ne suis pas exactement sûr, parce que dans les premiers codex, il y avait quand même des espèces d'indices qui montraient que les éthérés étaient des personnes assez mystérieuses.
On avait toujours un peu cette idée de Gavtorp, hein. Alors certes, les éthérés n'ont pas de pouvoir psychique comme dans sa première version à lui. C'est pas une caste psychique qui dirige toutes les autres, mais il y a un côté manipulation. On ne sait pas à quel point en fait les taux sont manipulés ou pas. On a aussi des petits détails comme les espèces de donc les Vespides ont un espèce de masque parce que bah voilà ils produisent des bruits d'insectes. Ils peuvent pas communiquer avec les taux dans une langue commune. Donc les taux leur ont fourni, nous dit-on avec bienveillance, un petit masque qui leur permet de parler leur langue. Mais voilà, il y a des petites allusions dans le lore qui sous-entend que potentiellement ça fait pas juste traduire, ça peut contenir de la technologie qui en fait contrôle l'esprit des Vespides. Donc il y a cette idée que bon, sous leurs atours peut-être un peu plus respectueux, un peu plus polissés, les taux finalement sont d'autres formes de brutes. Et ça, moi j'en avais jamais eu le moindre doute, hein. C'est vrai que même avec ma vision d'adolescent, quand on commence à te décrire ce que fait un fusil à impulsion ou un canon rail sur un corps humain, tu te dis ouais non en fait les mecs vont pas trop discuter beaucoup plus que l'Imperium. C'est souvent rigolo, c'est qu'il y a toujours une première discussion, même avec des orques nous dit-on, et donc ils tenteront toujours. Mais dès que tu refuses, tu es oblitéré comme n'importe quel autre. Donc le côté bienveillant des taux est effectivement à nuancer. Et en tout cas, l'a été petit à petit par Games Workshop. Donc je trouve ça intéressant. C'est une nuance de lore peut-être un peu moins marquée que celle des Tyrannides ou des Necrons au fur et à mesure des éditions. Mais je pense qu'ils ont rajouté quand même ces petites touches-là pour faire en sorte que ok, ça soit plus marqué sur ce côté grimdark. Il y a aussi la rivalité entre Oshova et Shadowsun dont je parlais tout à l'heure. Le fait que lui fasse sécession avec l'Empire Tau. Le fait que Oneva soit du coup un hologramme qui en fait dirige la caste, enfin toutes les castes en fait Tau. Je trouve que c'est plein de petites idées comme ça qui ont quand même ramené sur le devant de la scène à la surface un côté un petit peu plus dystopique. Mais encore une fois, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Après c'est sympa qu'il y ait des marqueurs, des choses quand même un peu plus faciles à repérer plutôt qu'à créer une espèce de faction qui a finalement tous les atours d'une faction du bien, on pourrait dire. Et je trouve que c'est assez intéressant et c'est complètement dans le savoir-faire de Games Workshop. On voit d'ailleurs que quand ils essaient de faire des factions du bien, comme ça a été par exemple le cas pour les Stormcast, au moins dans les 2 premières éditions, petit à petit en fait ils ramènent du grimdark. Donc je sais pas si c'est volontaire, c'est-à-dire ils partent de quelque chose de lumineux parce qu'ils savent qu'ils vont de toute façon obscurcir, ou est-ce qu'ils tentent toujours de créer des trucs lumineux mais ils se rendent compte qu'en fait ils sont bien meilleurs dans ce côté grimdark. La question reste ouverte, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, peu importe ces petits changements, moi j'ai toujours trouvé que c'était une faction qui était super chouette à explorer. C'est en plus une gamme qui aujourd'hui vit super bien. Avec le renforcement récent là du côté croûte, je trouve que c'est une gamme qui est quasiment intégralement en plastique, assez large. Vous pouvez vous faire plaisir avec le côté Alliance extraterrestre, même si honnêtement j'aimerais bien revoir les Vespides, j'aimerais bien même voir d'autres factions. Pour les Vespides, sachez d'ailleurs qu'il y a une rumeur assez persistante comme quoi la prochaine déclinaison, saison de Kill Team se passerait autour de troupes aéroportées. Donc forcément, les Vespides qui ont des ailes et qui sont des troupes aéroportées auraient tout à fait leur place dans cette saison-là. J'espère que c'est vrai, j'espère qu'on reverra les Vespides à cette occasion. Je pense que ça pourrait être un très bon client pour une Kill Team et aussi pour continuer à étendre la gamme sans attendre un nouveau codex. Le côté alliance extraterrestre du coup c'est plutôt Tau plus Croûte, éventuellement un peu de Vespide, ça pourrait être sympa d'avoir une autre faction représentée. Il y en a dans le lore, je crois qu'ils ont des psycheurs qui sont sous leur contrôle, sous leur emprise devrait-on dire. Après ça pourrait aussi être sympa de continuer à développer les exo-armures. Désormais, elles sont toutes en plastique et toutes de tailles différentes. Je sais pas s'il faudrait forcément en inventer d'autres. Je pense que ça pose vite des problèmes qu'on a avec la gamme Space Marine ou la gamme Stormcast, quand on commence à faire tellement de déclinaisons qu'on a en fait tous les gameplays présents. Et par exemple, si on veut être fidèle bien, à ce côté radical des taux, parce que certes, ils aiment pas le corps à corps, mais je veux dire, si on commençait à introduire un build corps à corps au sein de l'armée taux, je pense qu'en fait, on perdrait de vue un petit peu ce qui fait la saveur de l'armée et justement ce côté déséquilibré qu'est là de base. Donc je trouve ça sympa que Oshova et quelques, par exemple, reliques vous permettent de faire un commandeur qui peut donner des gros coups de poing. Mais j'irai pas jusqu'à inventer des exo-armures qui combattent au corps à corps, par exemple. Je pense que ça serait une mauvaise chose. Ce qui pourrait être intéressant et auquel j'ai beaucoup réfléchi, surtout en voyant les anciens concept art de Goodwin ou de Blanche, c'est de créer des exo-armures ou des guerriers de feu, peu importe, mais qui représentent des déclinaisons. Je pense qu'il
et on peut donner l'argument que les taux ont une armée extrêmement standardisée par rapport à la technologie qu'ils sont capables de fournir et qui fournissent la même technologie à chacun de leurs sets. Moi, je trouverais intéressant quand même, malgré tout, et je pense que ça serait pas une grosse trahison de l'imaginer, qu'on ait des déclinaisons un petit peu d'un guerrier de feu à l'autre. Je trouve qu'on manque de personnalité en fait un petit peu sur les taux par moment. Les exo-armures, elles ont toujours un peu la même tête. C'est aussi le cas des guerriers de feu et tout. Je trouve que ça manque un peu de tête nue, peut-être de casques légèrement différents, des petites spécificités ça et là, comme on peut en avoir avec la garde impériale ou les Space Marines. La garde impériale étant un bon exemple, le dernier kit des Cadiens spécifiquement, vous avez des types de fusils différents, c'est les mêmes en termes de règles. Pareil pour les casques ou les armures, vous avez des petites spécificités sur chacune des figurines qui vous donnent l'impression que vous ne peignez pas la même tout le temps. Alors après, ça peut dénaturer le côté standardisé des taux. Je sais pas ce que vous en pensez, honnêtement, je vous confie cette idée-là. Moi, je pense que ça pourrait quand même être franchement intéressant d'avoir cette déclinaison. Dans les concept art, vous avez des casques taux qui sont beaucoup plus plats, un peu comme les drones. Je pense que ça avait été récupéré dans les drones, qui sont une grosse partie d'ailleurs de la gamme et dont j'ai pas vraiment parlé. Mais c'est vrai que c'est aussi une façon de faire la guerre de plus en plus réelle, et c'est un peu la seule faction qui la présente au sein de l'univers Warhammer 40 000, donc rien que pour ça, les taux sont intéressants. Mais c'est vrai que ces casques un peu disques, je trouverais ça super intéressant d'avoir un ou deux casques alternatifs comme ça, ou les mettre sur les chefs. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à aller chercher dans la culture japonaise, dans le look que pouvaient avoir certaines armures de samouraï, pardon. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, moins du côté de l'innovation pure, parce qu'au bout d'un moment, en fait, les armures vont se répéter ou elles vont empiéter sur les spécificités gameplay de telle ou telle autre faction, mais un peu plus dans la singularité au sein d'un seul kit, quoi. Montrer que, effectivement, je sais pas, les taux de la 7ème ou 5ème, je ne sais plus quelle est la dernière sphère d'expansion, ils ont peut-être une autre gueule parce qu'ils sont sur la ligne de front, quoi, quelque part, à combattre, que ceux qui sont en arrière, qui ont un équipement tout propre. Donc je verrais bien peut-être des factions représenter ça, un côté un peu vétéran, si vous voulez. Je trouve ça intéressant de le voir chez les taux. Alors peut-être que c'est juste un kit de guerrier de feu qui serait un petit peu différent et un peu plus burné à la manière de vétérans d'appui Space Marine. Des choses comme ça. Ou alors effectivement toujours plus d'extraterrestres, peut-être des déclinaisons d'exo-armures auxquelles on n'a pas encore pensé, type exo-armure d'artillerie, mais sans aller forcément vers le côté Storm Surge. Je sais pas, il y a des choses à faire en tout cas avec cette faction, et ce qui est souvent très intéressant avec les factions comme ça, il n'y en a pas 50, mais c'est que c'est hyper facile de présenter de nouvelles choses, puisqu'on nous dit qu'elle avance à la vitesse grand V, et qu'elle n'a pas peur de l'innovation. Donc en fait, on n'a pas besoin de retcon comme avec les Space Marines ou la garde impériale, ou même de ne pas expliquer. On peut se permettre d'expliquer, c'est la nouvelle version de la broadside, c'est la roadside, j'en sais rien. Du coup, ça donne en fait l'impression que la nouveauté pour les taux pourra toujours venir, et ça pour toutes les années et les éditions à venir. Et par rapport à ça, je pense que c'est une faction qui est super intéressante dans laquelle se lancer, parce que il y a un côté un petit peu très actuel, et je crois pas par exemple qu'ils aient perdu des entrées d'un codex à l'autre, etc. dans leur jeune vie d'une vingtaine d'années. Donc c'est rassurant, je trouve, pour des joueurs, d'autant plus dans une réalité où aujourd'hui Games Workshop retire des kits parfois de manière assez drastique. Donc n'hésitez pas à vous lancer si ça vous dit. Moi je me suis lancé, pour tout vous dire, il y a quelques années déjà, donc à la V3, vous l'aurez compris, c'était ma 3e armée, les taux, et puis j'ai repeint mon armée un peu plus tard, peut-être en V4 avec le deuxième codex. Et donc là je suis plus parti sur l'enclave Farsight. Je sais même pas si c'était volontaire, mais mon schéma de couleur s'en rapprochait beaucoup, pardon. J'ai toujours cette armée chez moi, c'est mon petit frère qui en avait hérité, donc j'ai très envie de la repeindre un jour, quitte à avoir un côté un petit peu legacy, comme je dis, avec mon armée garde impériale, c'est-à-dire des vieux kits, etc. Je pense que ça pourrait être très cool d'avoir des taux. Je sais pas trop comment je les ferais, je sais que j'aime bien les schémas de couleurs en blanc et tout, et j'avais déjà peint une exo-armure, c'était le Commander en fine casque que j'avais peint comme ça, donc j'avais testé un schéma de couleurs, ça m'avait beaucoup plu, je l'avais acheté d'occasion, mais je me suis jamais relancé dans ce projet, mais ça pourrait être un projet assez sympa.
je sais pas, un été ou un moment où j'ai du temps, de me dire ok je fonce et je me retape toute l'armée dans un temps relativement record. J'avais des Croods, j'avais un Piranha, j'avais des Crisis, j'avais quand même pas mal de trucs qui sont pas forcément en super état, mais les retaper et leur mettre quelques couleurs de base pourrait être super chouette, ne serait-ce que pour de futures campagnes narratives où on s'aventurerait dans l'Empire Tau par exemple. En tout cas j'espère que ces mots sur les Tau vous auront donné envie de leur redonner une chance, et si vous étiez déjà convaincu, n'auront fait que renforcer votre amour pour nos amis à la peau bleue et sans nez. Je vous laisse en vous parlant un petit peu de ce que j'ai fait en termes de hobby ces derniers temps. J'ai fait beaucoup de chars. J'ai assemblé 2 Rogaldorn et un Manticore qui m'a gentiment été offert par un auditeur très fidèle du podcast qui s'appelle La Fourrure, donc je me permets de le dédicacer. Voilà, les 3 chars sont montés. L'idée c'était de faire monter la garde impériale en muscles et en puissance. Je manque un petit peu de puissance de feu quand je joue là ces derniers temps en V10, donc je me suis dit qu'il était temps. Et puisque j'aime le badge painting et assembler des petits tanks, puisque ça me rappelle les maquettes que je montais avec mon papa, j'en ai monté pas une, pas deux, mais bien 3 des maquettes, et j'ai trouvé ça super agréable. Ça me permet de vous dire qu'il y a une grosse différence entre le plaisir de montage sur par exemple un Rogaldorn et un Manticore qui est de cette époque assez étrange début des années 2010 où les kits commençaient à être vraiment pas mal, mais les systèmes de montage n'étaient pas encore forcément hyper perfectionné. On tient un petit peu de tout, il y a à boire et à manger, en tout cas ça m'a bien plu. J'ai converti les Rogaldorn notamment pour qu'il n'ait pas les tourelles sur les côtés dont je vous parlais dans l'épisode sur les chars, mais plutôt un multifuseur ou un bolter lourd à l'arrière de la tourelle, puisque la tourelle est suffisamment large pour me permettre cette conversion. Je vous mettrai des petites photos et vous me direz ce que vous en pensez. Je n'ai pas fait grand chose du point de vue jeu ces derniers temps, ni du point de vue lecture, donc je vais directement embrayer un petit peu sur l'actu du Landrider lui-même. Récemment, j'ai eu la chance de recevoir Mélodie de la chaîne War Adventure pour une journée de tournage. On a fait une vidéo pour elle et un podcast pour moi. Donc le podcast, ça sortira à la fin du mois. C'est un Raconte-moi Warhammer qui est consacré à sa découverte du hobby et à pas mal de sujets qui désormais caractérisent sa chaîne, que je vous encourage à aller visionner et à soutenir si vous le pouvez sur Tipeee. J'en profite pour vous dire aussi à nouveau que nous avons également un Tipeee et que du coup c'est la meilleure des solutions pour soutenir le podcast, même si c'est qu'un don ponctuel. Voilà, c'est fort apprécié, sachez-le. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont déjà donné, parce que je ne m'attendais pas, même si ça reste raisonnable, vous imaginez pas que je roule sur l'or, mais je ne m'attendais quand même pas à un soutien aussi beau et aussi spontané, surtout après avoir hésité des années à le lancer. On sait que généralement ce genre de page, vaut mieux les lancer rapidement si on veut que ça marche, mais voilà, vous avez été au rendez-vous, donc j'en profite pour vous remercier et vous dire que ça renouvelle pas mal mon intérêt pour ce projet. Et puis typiquement des journées comme celle que j'ai passée avec Mélodie aussi, j'espère que l'épisode vous plaira. Il sortira à la fin du mois, et puis en même temps que sa vidéo YouTube à elle, donc comme ça vous pourrez faire d'une pierre deux coups. On a parlé de mon livre, on a parlé de ma découverte du hobby, et on a aussi filmé ma collection. Donc là je pense que ça sera un moyen pour vous peut-être qui n'avez peut-être pas forcément vu sur Instagram ou ailleurs, de la découvrir en détail et de m'entendre parler, j'allais dire des heures entières, déjà des minutes c'est pas mal, de ma garde impériale et notamment de mes Space Marines du Chaos qui sont mes 2 armées de cœur. Malgré tout, voilà, le sujet d'aujourd'hui des taux, j'espère qu'il vous aura plu quand même, même si j'ai une nouvelle fois repoussé le podcast sur la garde impériale, mais il arrive, j'ai quand même déjà préparé un conducteur, donc ça devient très réel. En tout cas, merci à toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas que pour soutenir le podcast, il n'y a pas forcément que Tipeee, il y a aussi les réseaux sociaux, un simple RT, un petit like, un petit commentaire par-ci par-là peuvent faire une grosse différence. Donc s'il vous plaît, si vous entendez ce message, n'hésitez pas à partager ça très fort, et surtout si vous êtes fan du bien suprême. D'ici là, je vous dis à très vite, bon hobby et à la prochaine. Ciao. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr.
Bonus. Trax.